Ces dernières semaines, l'échiquier international a de nouveau atteint ses limites. Des lignes rouges, autrefois considérées comme infranchissables, sont mises à l'épreuve simultanément sur plusieurs fronts. L'Europe subit des pressions militaires et énergétiques, le Moyen-Orient est en proie à des tensions permanentes, et l'Indo-Pacifique est en état d'alerte en raison de différends liés aux chaînes d'approvisionnement et aux technologies. Dans ce contexte, un geste silencieux, la décision de rompre les négociations, peut s'avérer plus dangereux qu'une colonne de blindés en mouvement. Car lorsqu'une puissance nucléaire signale qu'elle ne souhaite plus dialoguer, elle ne perd pas la tête. Elle adresse un message stratégique au monde. J'ai évalué les coûts, j'ai mesuré la fatigue de l'adversaire, j'ai examiné mes options de survie, et j'ai décidé que le temps joue en ma faveur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il ne s'agit ni de drame personnel, ni de réaction émotionnelle. Il s'agit d'un calcul froid, d'une analyse des rapports de force et d'un pari à long terme. Le message central est simple et, en même temps, dévastateur. Moscou agit comme si elle était convaincue de gagner. Non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la conception du système international. Et lorsqu'un dirigeant est convaincu de cela, il tend à réduire la diplomatie à un instrument secondaire, utile uniquement si elle accroît l'avantage, inutile, voire dangereuse, si elle entrave la victoire. Pourquoi est-ce important? Parce que l'enjeu dépasse déjà les frontières territoriales. Le conflit en Europe de l'Est est devenu le point de bascule d'une transition plus vaste, le passage d'un monde aux règles consolidées, propre à l'après-guerre froide, à un scénario plus brutal, compétitif et multipolaire. Une transition où monnaie, énergie, chaînes industrielles, systèmes de paiement, alliances militaires et légitimité politique sont indissociables. Le véritable risque n'est pas seulement une escalade militaire. Le risque réside dans l'érosion du mécanisme qui, pendant des décennies, a empêché les affrontements régionaux de dégénérer en guerre entre grandes puissances. Lorsqu'une grande puissance cesse de dialoguer, deux scénarios sont possibles. Soit elle estime avoir atteint ses objectifs et n'a plus besoin de négocier, soit elle considère que négocier affaiblirait davantage sa position que le silence. C'est la seconde interprétation qui prévaut ici. Et ce qui devrait inquiéter les stratèges occidentaux, ce n'est pas la décision elle-même, mais la logique qui la sous-tend. Moscou parie sur le fait que son adversaire est plus épuisé qu'il ne le reconnaît, et que, structurellement, l'Occident perd de la marge de manœuvre. Longtemps, une hypothèse a dominé l'analyse occidentale. La Russie est isolée, exsangue, acculée. Tôt ou tard, elle devra trouver une issue. La diplomatie sera sa seule porte de sortie. Mais cette hypothèse est peut-être dépassée, et la question qui change tout est la suivante. Et si Moscou, observant la situation sur le terrain, l'économie mondiale, les divisions politiques internes en Occident, la réticence des pays du Sud à rejoindre des blocs, en concluait qu'il vaut mieux attendre que de capituler? Si cette interprétation est correcte, le conflit entre dans une phase plus dangereuse. Car, dans les guerres d'usure, le temps devient une arme. Et celui qui croit que le temps est son allié ne se presse pas de régler les choses. Il s'empresse de maintenir l'autre sous pression jusqu'à ce qu'il cède. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il nous faut dépasser la rhétorique et examiner les véritables mécanismes du pouvoir. Sanctions, énergie, finances, industrie, logistique, alliances. L'Occident a réagi au choc initial par un ensemble de sanctions à visée économique et financière. L'objectif était clair. Faire grimper les coûts, réduire les capacités de financement, déstabiliser l'intérieur du pays et imposer des compromis. Cette stratégie paraissait judicieuse à juste titre. Pendant des décennies, la puissance occidentale n'était pas seulement militaire. Elle était aussi financière, institutionnelle et technologique. Une puissance qui contrôlait les voies empruntées par le commerce mondial, le crédit et les liquidités. En pratique, l'effet fut cependant plus complexe que prévu. La monnaie russe a subi des pertes avant de se redresser. L'énergie russe n'a pas disparu du marché. Elle a simplement changé de cap, d'acheteur et de mode de paiement. L'économie a ressenti l'impact, mais sans s'effondrer. Surtout, Moscou a su adapter son modèle pour fonctionner en situation de siège. Ce qui aurait dû être un étranglement rapide s'est transformé en une pression prolongée qui, à terme, finit par peser également sur l'économie russe.
L'essentiel est le suivant. En instrumentalisant le système financier, l'Occident a sonné l'alarme pour le monde entier. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre qui que ce soit, mais de la survie même de l'État. Aucun pays rationnel ne souhaite maintenir sa sécurité économique au sein d'une structure susceptible d'être désactivée par une simple décision de politique étrangère. Lorsque les réserves peuvent être gelées, les paiements bloqués, les banques isolées, les prisons fermées par décret, la tentation de développer des alternatives s'accroît, même parmi les pays qui n'ont aucun intérêt idéologique à s'opposer à Washington. C'est là que les rouages géopolitiques s'inversent. Pendant des décennies, le système international a reposé sur deux piliers occidentaux bien distincts, la supériorité militaire et l'architecture financière mondiale. La supériorité militaire était manifeste, flotte, base, alliance, capacité de projection. L'architecture financière, plus subtile, était de ce fait plus puissante, monnaie dominante, titres considérés comme des valeurs refuges, infrastructures de paiement et de compensation, règles d'accès au crédit. Cela a permis à l'Occident de financer ses déficits à moindre coût, d'imposer des sanctions sans avoir recours à la force et de définir les normes du commerce international. Mais tout instrument d'hégémonie engendre la dépendance, et toute dépendance engendre la vulnérabilité. Si le monde a besoin de votre monnaie, il achète vos actifs. S'il achète vos actifs à grande échelle, vous devenez dépendant de la poursuite de ces achats. Si le commerce de l'énergie exige votre monnaie, votre poids se perpétue, mais si les exportateurs d'énergie commencent à accepter d'autres mécanismes de paiement, la demande évolue. Si l'infrastructure de paiement est centralisée, elle devient un point de défaillance unique. Quiconque développe des circuits parallèles acquiert une marge de manœuvre considérable. Aujourd'hui, ces piliers ne s'effondrent pas par une défaite militaire directe. Ils s'érodent sous l'effet d'une instrumentalisation politique intensive. Un outil efficace, lorsqu'il devient une arme de routine, perd de son efficacité et incite à des réactions systémiques. C'est là l'ironie stratégique. La même action qui vise à maintenir l'ordre peut accélérer la transition vers un autre. Moscou l'a compris très tôt et explore cette voie. Non pas nécessairement pour dominer le monde, mais pour construire une sphère d'action où le coût des sanctions diminue et l'autonomie augmente. La démarche est pragmatique. Vendre de l'énergie à de nouvelles destinations, accepter les paiements en devises alternatives, créer des circuits bancaires parallèles, intégrer les chaînes d'approvisionnement avec des partenaires disposés à négocier en dehors de l'orbite occidentale. Il ne s'agit pas d'un romantisme anti-occidental, mais d'une stratégie de survie. Le plus inquiétant est que cette adaptation n'est pas seulement observée par Moscou. Elle est étudiée par Pékin, surveillée par les capitales du Golfe et évaluée par les pays qui ne souhaitent pas être entraînés dans un conflit de blocs. Le message qui circule en sourdine est le suivant. Il est possible de survivre en dehors du système occidental si l'on accepte des sacrifices à court terme pour gagner en autonomie à long terme. Une fois ce message ancré, la capacité de coercition de l'Occident devient moins automatique. Qui gagne et qui perd dans ce processus? À court terme, Moscou renforce sa résilience et sa marge de manœuvre. Pékin acquiert une expérience stratégique précieuse sans en subir les conséquences désastreuses. Les grands consommateurs d'énergie bénéficient de remises et d'avantages lors des négociations. L'Europe, quant à elle, est confrontée à un dilemme cornélien. Sécurité ou compétitivité? Lorsque l'énergie renchérit et que la prévisibilité industrielle diminue, la désindustrialisation cesse d'être un débat théorique et se transforme en source de tensions politiques internes. La cohésion sociale s'en trouve fragilisée. La confiance envers les élites traditionnelles s'érode. Les mouvements contestataires se développent, à droite comme à gauche, créant ainsi un climat où les alliances deviennent plus vulnérables. Les États-Unis, quant à eux, sont confrontés au paradoxe des grandes puissances. Ils doivent maintenir des engagements internationaux de grande envergure, tout en gérant la polarisation interne, l'usure des guerres prolongées et une base industrielle non conçue pour une consommation massive de munitions et un réapprovisionnement rapide dans le cadre de conflits de haute intensité. En clair, la guerre entre grandes puissances ne se résume pas à une technologie sophistiquée, elle est aussi une question de volume, de logistique, de production et de temps. Celui qui parvient à maintenir l'approvisionnement en matériel le plus longtemps possible
avec le moins de perturbations internes, a tendance à remporter la guerre d'usure. C'est dans ce contexte que l'expression « porte fermée » prend tout son sens. Pour Moscou, négocier maintenant pourrait signifier figer un conflit à un stade qui ne garantit pas l'atteinte d'objectifs stratégiques, et pire encore, donner à l'adversaire le temps de réorganiser ses forces, de reconstituer ses arsenaux et de renouer avec le consensus politique. Attendre, en revanche, revient à parier que l'affaiblissement politique et économique de l'autre camp sera plus important que le sien. C'est un pari risqué, mais pas irrationnel dans la logique du rapport de force. À présent, venons-en au cœur du cadre géopolitique. Quels sont les enjeux? Pourquoi la situation est dangereuse et comment elle pourrait s'aggraver? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'intégrité territoriale d'un pays, bien que cet aspect soit central. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de l'Occident quant au maintien de ses lignes de sécurité en Europe. Si l'Occident recule, il perd en capacité de dissuasion. Or, cette perte de capacité de dissuasion ouvre la voie à de nouvelles expérimentations dans d'autres régions. Et si cette crédibilité s'effondre, l'ordre de sécurité européen, bâti pour éviter toute révision par la force, est compromis. Les répercussions se font sentir dans tout le système d'alliance. Les partenaires commencent à douter, les adversaires à prendre des risques. Pourquoi cette confrontation est-elle dangereuse? Parce qu'elle oppose deux perceptions du risque existentiel. Et lorsque les deux camps croient défendre quelque chose de vital, la marge de manœuvre se réduit comme peau de chagrin. Pour Moscou, le discours est celui de la sécurité et de la profondeur stratégique. Pour l'Occident, il est celui de l'ordre et de la crédibilité. Il en résulte une asymétrie classique. Un camp se sent invincible, l'autre, incapable de donner l'impression d'avoir perdu. Cette situation est le terreau d'une escalade progressive. Qui observe de l'extérieur? Presque tout le monde. Les pays du Sud, ou pays dits globaux, observent attentivement pour évaluer si les sanctions peuvent réellement briser un grand État. Ils vérifient si l'ordre international fondé sur des règles est appliqué de manière cohérente ou sélective. Ils cherchent à calculer le prix à payer pour s'aligner sur un camp ou préserver son autonomie. Les pays exportateurs d'énergie cherchent à déterminer s'il est possible de diversifier leurs devises et leurs contrats sans en payer le prix fort. Enfin, les puissances régionales observent pour connaître le niveau de tolérance de l'Occident face à une pression prolongée. Comment cette tension peut-elle s'aggraver? Principalement de trois manières. La première mesure est l'escalade matérielle. Davantage d'armement, une portée accrue, une meilleure intégration du renseignement et une participation indirecte renforcée. Chaque étape vise à accroître l'efficacité militaire, mais augmente également le risque de conflit direct. La seconde est l'escalade accidentelle. Un drone abattu, un missile franchissant une frontière, une méprise dans un couloir aérien, un incident naval en eau contestée. Dans les situations de forte tension, les accidents ne restent pas cantonnés au niveau tactique. Ils deviennent des épreuves politiques. La troisième forme d'escalade est l'escalade asymétrique. Cyberattaques, sabotage, pressions énergétiques, attaques contre les infrastructures critiques, opérations d'influence. Ce type d'action permet de nuire à l'adversaire sans déclarer la guerre, mais accroît le risque de représailles et de perte de contrôle. Nous en arrivons ici au point qui effraie véritablement les analystes sérieux, le piège de l'escalade. L'Occident doit éviter une défaite cuisante, car celle-ci saperait la dissuasion et sa crédibilité. Mais, pour éviter cette défaite sans entrer directement en guerre, il doit intensifier son soutien. Or, intensifier ce soutien accroît le risque d'affrontement direct. Et un affrontement direct entre une alliance militaire et une puissance nucléaire introduit un facteur que nul ne peut maîtriser pleinement, l'évaluation du risque nucléaire. C'est dans ce couloir étroit que la politique étrangère évolue actuellement. C'est pourquoi la décision de clore les négociations n'est pas un simple geste diplomatique. C'est un mécanisme de pression. Si vous voulez arrêter les négociations, venez m'en empêcher. Il ne s'agit pas de bravade, mais d'une invitation à un jeu dangereux où le coût d'une erreur serait catastrophique. Il existe également une dimension historique qui éclaire la situation actuelle. Les puissances peuvent remporter la victoire militaire et pourtant perdre faute de soutien financier et industriel. L'histoire a montré des cas où une opération a réussi sur le terrain
mais où les pressions économiques et monétaires ont contraint à un repli. Le message est simple, sans base économique, la force militaire devient trop coûteuse à maintenir. Aujourd'hui, l'Occident est puissant, mais confronté à une équation de coûts croissants. Intérêts, dettes, coûts politiques internes, dégradation de la société, concurrence industrielle avec l'Asie. Et lorsque les coûts augmentent, la capacité à assumer des engagements mondiaux simultanés diminue. Moscou parie précisément sur cette évolution des coûts. Elle parie que, mois après mois, l'unité occidentale deviendra plus difficile à maintenir. Elle parie que l'Europe ressentira plus durement l'impact industriel et social. Elle parie que la polarisation politique aux États-Unis réduira la marge de manœuvre pour des décisions coûteuses et de longue haleine. Et elle parie que les pays du Sud continueront d'éviter un alignement automatique, légitimant ainsi des voies alternatives. Quelles sont les conséquences pour l'Ukraine? C'est là que réside la tragédie stratégique. Dans les guerres d'usure, le pays au cœur du conflit paie le prix humain le plus élevé. Même avec un soutien extérieur, le fardeau démographique, la destruction des infrastructures et les déplacements de population laissent des cicatrices qui durent des décennies. Et cela alimente un cycle de dépendance. Une économie soutenue par les flux financiers extérieurs, une reconstruction conditionnée par les décisions des alliés et une politique intérieure soumise à la pression d'une société épuisée. Même si la guerre cesse, ses effets persistent. Aux États-Unis, le conflit devient également une épreuve interne. La population constate que des ressources sont allouées à l'étranger, tandis que les problèmes intérieurs persistent. Le fossé entre les élites de la politique étrangère et une part importante de l'électorat se creuse. Cette situation engendre une instabilité accrue. Les décisions stratégiques exigent de la continuité, or la politique intérieure est soumise à des cycles de chocs, de conflits et de revirements. Pour les adversaires, c'est une aubaine. Tenez bon encore un peu, la volonté politique de l'autre camp finira par céder. Lorsque tous ces éléments convergent, la fin de la diplomatie marque un tournant décisif. C'est comme si le système s'enfonçait dans une obscurité quasi totale. Les anciennes règles de prévisibilité s'affaiblissent. L'idée que il y aura toujours une issue devient moins fiable. Et la diabolisation de l'adversaire, de part et d'autre, rend toute concession politiquement explosive. La diplomatie devient un mot tabou et le risque s'accroît alors considérablement. Soyons clairs. Une dangereuse illusion circule dans les capitales décisionnelles. L'illusion qu'il est possible de mettre une puissance nucléaire au pied du mur, de ruiner son économie, de l'humilier et de provoquer des bouleversements politiques internes, sans engendrer de réaction à haut risque. Ce n'est pas une stratégie, c'est du jeu. Et dans un contexte nucléaire, le jeu est un jeu qui peut se terminer par une erreur d'appréciation irréversible. Il existe également une asymétrie d'intérêts qu'il convient d'exposer sans emphase. Pour Moscou, le conflit est présenté comme un enjeu de sécurité vitale. Pour Washington, il s'agit d'une priorité stratégique, mais pas d'une question existentielle au même titre. Dans ce jeu de résistance, le vainqueur est généralement celui qui supporte le plus les coups et pour qui l'enjeu est le plus crucial. Cela ne signifie pas que l'Occident va perdre. Cela signifie que le coût du maintien de cette position pourrait être plus élevé que ce que les sociétés occidentales sont prêtes à accepter sur le long terme. Tandis que l'Occident concentre ses efforts sur l'Europe, la concurrence avec la Chine se poursuit. La principale menace structurelle qui pèse sur l'hégémonie américaine ne réside pas seulement sur le front européen, mais aussi dans la capacité de la Chine à conjuguer industrie, technologie, capitaux et envergure. Le rapprochement entre la Russie et la Chine, sous la pression et par nécessité, crée un bloc eurasien aux complémentarités redoutables, ressources et énergie d'un côté, industrie et capitaux de l'autre. Ceci réduit les vulnérabilités et renforce la capacité à résister aux blocus et aux sanctions. La base industrielle occidentale, quant à elle, est confrontée à une réalité incontournable. Les guerres de haute intensité exigent une production de masse et une chaîne d'approvisionnement robuste. Disposer d'armes sophistiquées ne suffit pas. Le volume et le réapprovisionnement sont essentiels. Ceci met en lumière le coût de décennies de désindustrialisation et d'externalisation de la production. Autrement dit, un PIB gonflé par les services et la finance ne produit pas de munitions au rythme où une guerre en consomme.
l'Europe en souffre plus que tout autre. Énergie onéreuse, industrie sous pression, compétitivité en berne, tension sociale, crise de la représentation. L'unité des alliances peut exister, mais elle est fragile lorsqu'elle repose sur la peur et non sur un profond consensus social. Et les fractures politiques ont tendance à s'accentuer à mesure que les difficultés économiques s'aggravent. Tout cela converge vers un scénario où le temps devient l'élément central du conflit. C'est pourquoi Moscou ferme la porte. Elle veut transformer le conflit en une épreuve de résilience systémique. Qui peut tenir le plus longtemps sans se fracturer de l'intérieur? Qui peut maintenir la cohésion, la production et la légitimité politique sous la pression? Nous sommes donc parvenus à la conclusion stratégique suivante. Que nous réserve l'avenir et quels sont les risques réels? La tendance est à l'intensification. Les capacités se développeront, l'intégration du renseignement s'intensifiera, les limites seront davantage testées, et chaque test accroît le risque d'incident. Parallèlement, le champ de la guerre hybride s'étend. Cyberattaques, sabotage, opérations d'influence, pression sur les infrastructures et les voies énergétiques. À terme, la probabilité d'un affrontement direct, même imprévu, augmente. En cas d'affrontement direct, le monde bascule dans une crise profonde. La question ne sera plus de savoir qui a raison, dans le débat moral, mais plutôt si les dirigeants parviendront à maîtriser l'escalade sans franchir un point de non-retour. Car, au-delà d'un certain seuil, les décisions ne relèvent plus de la recherche d'avantages, mais de la survie et de la crédibilité. Or, dans un contexte de crise nucléaire, la crédibilité est un carburant dangereux. Elle alimente la violence même lorsque le bon sens dicte le freinage. Le paysage mondial est déjà fracturé. Les règles se réécrivent en temps réel. L'ordre qui paraissait solide cède la place à un conflit plus ouvert entre les parties adverses. Et le refus de négocier, dans ce contexte, agit comme un déclencheur psychologique et stratégique. Il signale au système que les anciens points d'ancrage se desserrent. Le monde ne se dirige pas automatiquement vers une guerre majeure, mais il évolue vers un contexte où les conflits majeurs deviennent plus probables, par erreur, accident, lassitude politique ou escalade progressive. Et c'est dans ce type de contexte que de petites décisions mal avisées peuvent se transformer en événements cataclysmiques. La question finale n'est pas de savoir si quelqu'un souhaite une escalade. Presque personne ne le souhaite. La question est de savoir si la logique du système, conjuguée à la politique intérieure et aux enjeux de crédibilité, poussera tout le monde vers une confrontation que personne ne maîtrise. Et si, lorsque la voie diplomatique sera fermée, quelqu'un aura encore le courage de la rouvrir sans paraître faible. Si Moscou parie sur le fait que le temps joue en sa faveur, et que l'Occident parie qu'il ne peut reculer sans perdre son effet dissuasif, quel est le premier point sur l'échiquier où cette collision cessera d'être indirecte et se transformera en un affrontement direct entre puissances?